Le carburant révolutionnaire de la F1 va-t-il créer de gros écarts sur la grille? Pat Simons estime que le risque existe, mais que la F1 veille au grain. Donc le prochain carburant, dans 2026, a priori, il sortira avec les nouveaux moteurs. Celui-ci sera 100% durable et même réutilisable dans les voitures de série. Pour ce faire, la densité d'énergie déployée, le niveau d'octane isomère constituant le pétrole et le flux de déploiement d'énergie seront forcément moins importants. Pat Simons, qui chapeaute pour la F1 le développement de ce nouveau carburant, a conscience de ce défi d'importance, mais qui peut redonner une place centrale à la F1 dans la transition énergétique. Quels sont les détails et premiers contours prévus de ce nouveau règlement moteur sur le plan du carburant? D'un point de vue compétitif, il y a certaines choses que nous devons faire dans le règlement, comme mettre un niveau maximum d'octane et des choses comme ça. Mais ce que nous voulons pas faire, c'est facile. C'est dire comment ça doit être fait. Car pour moi, c'est la compétition. L'avantage du sport auto est de développer ce genre de technique et de voir ce que l'industrie peut faire si elle a les coups des franches. Nos règlements stipuleront donc clairement tout ce qui doit être durable. Nous allons réglementer certaines choses comme la densité, le taux d'octane maximum, etc. Et l'une des choses que nous faisons un peu différemment est qu'à l'heure actuelle, nous régulons la puissance des moteurs en réglant le flux de carburant. Le moteur actuel de la Formule 1 a une limite de débit de 100 kg par heure. Vous faites entrer ce carburant dans le moteur, puis vous ajoutez autant d'air que nécessaire pour le brûler. Avec ce nouveau carburant, Simons s'attend même, du moins au début, à avoir des performances différentes nettes de motoriste en motoriste. Ah ouais, donc qui va dominer cette nouvelle ère du carburant, quoi? Ferrari, Honda, Porsche, Mercedes, Renault? Si nous gardons cela, et que nous avons peut-être des types de carburant légèrement différents, parce que le carburant est actuellement très similaire quel que soit le fabricant, nous pourrions constater que quelqu'un a obtenu un bon avantage de puissance avec l'un plutôt qu'avec l'autre. Donc ce que nous faisons en 2026, c'est que, plutôt que de réguler le flux lié à la masse, nous régulons le flux d'énergie. De la même manière, lorsque vous recevez votre facture de gaz à la fin du mois, ou votre facture d'électricité, vous payez effectivement pour les kilowattheures que vous avez utilisés. De la même manière, nous dirons, voici le nombre de kilowattheures mégajoules, le terme technique, que vous pouvez consommer en un temps donné. Nous devrions avoir une concurrence très ouverte quant à la façon dont vous produisez le combustible. Le risque serait de voir un motoriste dominer totalement la concurrence. Mais nous n'aurons pas la possibilité de voir un motoriste dominer totalement la compétition parce qu'il a un meilleur carburant. Nous voulons promouvoir la concurrence. Mais nous voulons aussi respecter le fait que nous voulons vous faire des courses et nous aimons les courses serrées. Oui, mais bon, le risque existe, du coup. Quoi qu'il en soit, la F1, pinacle du sport auto, peut-elle accepter de brider par trop ses performances pour des motifs écologiques? Simons assume ce choix clairement. Nous mettons une limite à la densité énergétique parce que nous savons que c'est pertinent pour les voitures de série. Nous pourrions fabriquer un carburant fusée, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous voulons essayer de faire progresser l'industrie pour qu'elle soit une véritable solution à la mobilité du futur, de sorte que la densité énergétique soit similaire. De nombreux carburants synthétiques ont une densité énergétique plus faible, et donc une puissance plus faible. Et à moins que vous ne fassiez passer beaucoup plus de carburant, l'éthanol par exemple, les carburants alcoolisés, éthanol, méthanol, etc., doivent être brûlés en plus grande quantité pour obtenir la même puissance. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur place, car l'avantage de ce type de carburant est qu'il est assez bon marché, et dans notre futur carburant, nous aurons une quantité raisonnable d'éthanol, probablement jusqu'à 20%. Au final, Simons s'assure, la performance du nouveau carburant ne sera pas inférieure à ce qu'on retrouve pour le moment chez Shell, Exxon ou Petronas. La performance du carburant total sera assez similaire à celle du carburant que nous avons actuellement. Ouais, bon, à voir, ça reste très vague tout ça pour l'instant, c'est un peu loin. 2026. Moi je me demande, est-ce qu'ils n'auraient pas dû tenter directement l'hydrogène, quitte à repousser de 1 ou 2 ans, voire 4 ans, allez, pour 2030. Moteur hydrogène, bim. Peut-être pas moteur à batterie, parce que bon, ça serait réservé à la Formule 1, on va dire. Mais pourquoi pas la Formule 1 à batterie, et la Formule 1 à hydrogène. Moi je dirais que ce serait pas idiot, franchement. Et ça serait toujours plus propre que ces carburants qui nous disent qu'ils seront durables, entre guillemets. Il y aura toujours des rejets de CO2. Bon, je sais que la création, l'idée c'est qu'ils compensent les rejets de CO2 futurs de ce carburant en plantant des arbres ou je ne sais quoi avant, là, de le créer. Donc, bon, sur le papier, oui, ils sont neutres en CO2, mais ils vont quand même rejeter des trucs dans l'air. Donc, ouais, bon, bref, je suis pas très chaud à cette idée-là. Après, voilà, ils ont fait ce choix-là. L'électrification de la F1, je pense que ça sera plutôt dans 10-15 ans, peut-être. Pas avant. Je vous laisse commenter. Vous en pensez quoi de ces carburants révolutionnaires, entre guillemets? Qu'attendez-vous de ces carburants? Ciao.